Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pulsation. Aujourd'hui, on est avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, alors bonjour, je m'appelle Laurent Bonnet, j'ai 50 ans, tout frais, il n'y a pas longtemps. Joyeux anniversaire. Merci, enfin il y a quelques mois. Mais bon. Ah bon. Donc je suis masseur-kinésithérapeute DE, comme on dit, et ostéopathe également. Et puis, ça c'est dans la vraie vie, comme j'ai coutume de dire. Et puis dans mon autre vie, je suis également élu à la ville de Toulon en tant qu'adjoint au maire à la santé, à la ville, puis conseiller métropolitain et conseiller départemental. Et puis je suis président de la conférence des financeurs du sport pour la région sud. C'est les nouvelles organisations du sport qui dépendent de l'Agence nationale du sport et qui ont pour but de fédérer les énergies autour du sport. Voilà, on va faire bref, sinon après ça fait armée mexicaine. Ouais. On va y revenir, de toute façon, on aura le temps d'y revenir. On commence toujours le podcast par la même question qui est pourquoi la santé ? Qu'est-ce qui a fait que dans ta jeune carrière, tu t'es orienté vers la santé ? Tout simplement, alors d'abord j'ai un peu baigné dedans parce que j'avais des parents qui étaient kinés. Ok. Mais très paradoxalement, c'était pas mon choix initial, ma première voie. J'avais deux choix. Moi, c'était ou faire pilote de chasse, rien à voir, ou faire kiné du sport. Voilà, j'avais cette dualité. Mes parents ont tout fait pour me dissuader de faire kiné, comme à peu près tout parent qui est professionnel libéral de santé, en disant « tu es fou, ne pars pas dans cette voie ». Mais plus sérieusement, donc l'autre voie m'a tiré. Donc effectivement, je suis parti à Marseille initialement pour faire une classe prépa. Et puis, comme on peut le voir aujourd'hui, j'ai un petit problème de vision qui était moins marqué à l'époque, mais qui fait que lors des visites médicales nécessaires, je n'étais pas du tout apte à voler, en tout cas dans un cadre militaire et opérationnel. Donc, j'ai pris l'option 2. Voilà, je préfère dire option 2 que deuxième choix. Deuxième choix, c'est toujours dégradant, mais j'ai pris l'option 2, qui était de dire kiné du sport, donc en avant, parti pour la kiné. Voilà, donc c'était pourquoi la santé ? Parce que je pense que ça me correspondait bien dans une forme de service à l'autre, d'être au contact des gens, d'échanger, une forme peut-être d'empathique, dont j'avais... se soigne toujours un peu soi-même quand on soigne les autres. Donc je pense qu'il y avait peut-être un peu de ça, mais à l'époque, je pense que c'était vraiment cette dynamique d'échange et de contact qui me plaisait, qui n'avait rien à voir avec l'option 1, mais qui est aussi une option de service. Mais voilà, voilà pourquoi la santé. Et du coup, tout de suite dans ta tête, c'était kiné du sport. C'était pas de la rééduc. Enfin, tu voulais t'orienter tout de suite vers le sport. Oui, alors j'avais un défaut, c'est que ça a été très vite le sport, aux grandes dames de pas mal de profs de l'Institut de formation de kiné à Marseille. Ouais. Où, je ne dis pas que le reste ne m'intéressait pas, mais il fallait le faire. Hein. Ouais, t'as jamais été tenté par de la kiné-respi, par exemple, ou des choses comme ça ? Donc je faisais, mais je subissais beaucoup d'autres choses, ça se sentait un peu. Non, mais je l'ai fait avec plaisir. Mais c'est vrai que très tôt, moi, c'était kiné du sport. Donc j'ai eu la chance dans ma vie de croiser quelqu'un qui s'appelle Dominique Sapia, qui m'a permis, je dirais, de gagner... de vie, je pense, à la fois l'expérience et à la fois la capacité à pouvoir s'intégrer dans ce milieu-là. Et donc, ça a été très tôt le sport. Et puis, la vie a fait que les choix et la disponibilité que ça a pu se réaliser. Et du coup, t'es ostéo aussi ? Ostéo également, tout à fait. C'est venu après ou t'as tout de suite enchaîné ? J'ai tout enchaîné. Moi, j'étais un peu un boulimique de la formation. C'est-à-dire que le côté... kiné du sport, parce que j'ai passé un DU de kiné du sport dès que j'ai eu mon diplôme, qui était à l'époque... alors maintenant, ça a un peu changé, mais on pouvait passer des DU avec des options. Moi, il y avait une option rugby, forcément, ça se passait à Toulouse. Donc, quand tu es tout jeune diplômé, partir quelques jours par mois à Toulouse, pendant 18 mois, c'est plutôt sympa. C'était une ville très festive et très agréable. Et le contenu du diplôme était bien. Où tu as beaucoup travaillé. Où j'ai beaucoup travaillé 5 jours par mois. Et puis dans la foulée et en parallèle, j'ai fait effectivement ostéo, Institut franco-britannique. Donc voilà, je voulais compléter l'offre. C'est vrai que le fait d'avoir fait un DU de kiné du sport, de rencontrer des praticiens qui étaient déjà dedans, m'a de suite fait comprendre qu'il y a un moment donné où, selon le niveau de pratique qu'on voulait espérer atteindre, il y aurait quand même à un moment donné de la thérapie manuelle ou de l'ostéopathie à pratiquer pour être assez complet. Donc je me suis dit, allez, tant qu'on y est, on fait tout. Après, j'ai fait d'autres formations plus tard, mais les formations lourdes, ce qu'on veut dire, je me suis dit, allez, on fait tout, comme ça, après, on n'en parle plus. Et c'est pour ça que j'ai tout enchaîné.
en bossant un peu sur ton parcours, t'es très vite arrivé sur le sportif de haut niveau quand même. C'était une volonté dès le départ ou initialement tu t'étais dit pourquoi pas être kiné pour le sportif amateur ou tu voulais aller chercher de la performance tout de suite? Alors, paradoxalement, l'idée de départ, c'était au service du sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, mais en cabinet. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, ça semble courant, hein, les cabinets, les centres de kiné qui sont dédiés au sport, etc. Mais je précisais mon âge au tout début, 50 ans. Donc, hein, on se dit que c'était il y a quelques dizaines d'années que j'ai commencé. C'était beaucoup moins fréquent, ça parlait moins aux gens. Le cabinet de kiné, c'était encore un peu un cabinet de kiné... pas partout, mais souvent un petit peu, plus un peu plus conventionnel. Et du coup, c'était cette dynamique-là. Après, comme je l'ai dit, dans mon parcours de formation, j'ai eu la chance de croiser Dominique Sapia. Et puis Dominique, c'était... alors, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'était le kiné aux 25 champions du monde, kiné à Marseille, qui avait fait de l'OM Vitrolles handball à l'époque où ils étaient champions, à l'OM tout court, en passant par... de la F1, enfin bon bref, c'était un kiné très réputé. Actif et très réputé, kinéostéo dans le milieu du sport. Donc voilà, j'ai eu la chance de bosser très tôt avec lui, qui me prenne un peu sous son aile, et je le remercie, c'est pour ça que je le cite volontairement à chaque fois que j'en ai l'occasion, non, parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui nous ont permis de vivre un peu nos rêves. Et puis voilà, donc il m'a dit un jour, bon voilà, tu viens de finir... il y a l'équipe réserve du centre de formation, donc là on part de... Tu vois, c'est la réserve de la réserve, j'ai envie de dire, mais c'était de l'Olympique de Marseille. Alors ça a été dur pour moi en tant que Toulonnais de dire oui, parce que je suis une génération où l'OM, on n'était pas fan, mais bon, professionnellement, bien sûr que j'y suis allé, et c'était très tôt, donc je me suis retrouvé à aller là-bas, puis ponctuellement, parce que tu dépannes, t'es beau être en réserve, des fois il faut des massages de récup, tu dépannes, à me retrouver dans ce monde-là... au T0 de ma vie professionnelle, j'ai envie de dire. Donc après, c'est vrai que les choses se sont un peu enchaînées, puis après, c'est de la disponibilité, de l'engagement, voilà, c'est ça qui fait la différence. C'est l'envie, la différence et peut-être surtout l'envie qui fait la différence. Et l'envie, ça veut dire de l'engagement, de la disponibilité, de l'humilité. Enfin, c'est dur de dire qu'on a de l'humilité, du coup, c'est plus trop humble. Mais je veux dire, c'est un peu ça qui fait qu'après, derrière, les choses s'alignent. Et puis, c'est de un peu de chance quand même, hein, ou en tout cas, part de destin, on va dire. Et comment tu passes de la réserve du centre de formation de l'OM au RCT, du coup ? Tout parce que du coup, plus le même sport, j'imagine, plus les mêmes conditions. Non, alors tout simplement parce qu'à l'époque, je travaillais à Marseille. Et en revenant ici sur Toulon régulièrement voir mes parents qui sont ici. Donc du coup, comment on passe de l'équipe réserve de l'OM au RCT ? Alors, on passe de l'équipe réserve de la réserve de l'OM du centre de formation au RCT parce que je reviens comme souvent quand on est jeune, et même après, je revenais voir mes parents à Toulon le week-end, puisque je travaillais à Marseille et je vivais à Marseille. Et puis je me dis, tiens, ça serait peut-être sympa de réfléchir à un cabinet de kiné un peu fléché sport sur Toulon, comme on l'avait à Marseille. Et puis se dire, bon, qu'est-ce qui pourrait parler un peu aux Toulonnais, aux Toulonnaises. À l'époque, effectivement, je suis d'extraction rugby. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, je fais partie de ceux qui allaient, comme beaucoup de Toulonnais, tout petits. Mon papa était engagé à l'époque au RCT, pas en tant que joueur. Et du coup, j'ai grandi là-dedans. Et puis, en discutant avec les entraîneurs de l'époque, il y avait Emmanuel Diaz, il y avait Eric Dassin-Martini, il y avait Michel Bonus qui entraînait. On parlait de manière pas du tout de venir y travailler, hein. Mais moi je leur disais ce que je vivais à Marseille, ce que je voyais, et on mesurait à l'époque déjà le gap, le fossé. Enfin là c'était le Grand Canyon à l'époque, hein, vraiment, hein, qu'il y avait avec le rugby. Donc l'idée germe dans leur tête de dire est-ce que ça te dirait de venir un peu nous apporter, nous refaire un retour d'expérience de ce que tu as vécu dans le foot au niveau, alors moi indirectement, mais de ce que j'avais vécu ponctuellement ou ce que j'avais pu absorber. Moi je dis oui, entre-temps je décide de monter un cabinet à Toulon parce que c'est ma ville et parce que je trouvais ça normal. Et du coup, ça se fait dans la foulée. Et en 2000, 99, entre 99 et 2000, les choses se font et voilà.
Ouais, parce que même à Marseille, tu avais gardé une activité libérale en plus du sport. Enfin, alors j'étais en libéral parce qu'on parle d'une époque où quand tu es kiné de l'équipe réserve de la réserve, oui, t'es pas salarié tu as par le club, droit à un joli bomber, c'est une tenue, et 4 défraiements, ce qui était... Je dis bomber parce que je l'ai gardé par souvenir, je crois que j'ai jamais mis. Mais je pense que je pourrais pas mettre. Mais bon, même si j'ai rien contre l'OM, mais c'est mental. Mais t'as que ça. Et même au RCT, quand la problématique budgétaire de prendre un kiné en plus... elle se pose pas, puisque le kiné, il est vaguement défrayé. Ouais. Je veux dire, donc c'est vrai que c'est plus, est-ce que tu veux bien prendre du temps et venir dans une équipe qui est ton équipe de cœur. Donc voilà, donc oui, heureusement qu'on est en libéral, et j'ai envie de dire, dans tous les cas, il faut rester avec une partie de libéral. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué. Dans les équipes pro, on a des kinés qui sont salariés à temps plein, ou des ostéos à temps plein. Voilà, moi, j'ai toujours fait ce choix d'être, même après, pendant les années où j'y étais beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus impliqué physiquement, de garder un cabinet, parce que c'est, comme j'ai coutume de dire, c'est la vraie vie. Puis c'est le métier aussi qu'on aime, c'est le sportif qui va préparer un marathon en 4 heures, ce qui est bien, mais qui n'a rien de waouh, sportivement parlant. Mais moi, je trouve ça waouh, parce que c'est lui ou elle aussi qu'on va accompagner. C'est lui avec son défi personnel, quoi. Et je trouvais ça super de pouvoir ramener un petit peu de ce qu'on vivait, de l'exigence du haut niveau dans une équipe pro, aux sportifs du dimanche, ou même à monsieur, madame, tout le monde qui a envie de faire une activité physique. Et ça, c'est génial. Ça, je trouve que cet aller-retour, il est dingue. Et puis, il nous nourrit, parce que c'est un monde particulier, le sport de haut niveau, et le patient traditionnel du cabinet, il t'apporte une autre richesse, c'est différent. Donc moi, j'ai toujours eu besoin de cet équilibre. Mais tu me coupes presque l'herbe sous le pied, parce que la question suivante, c'était, mais du coup, c'est quoi la différence dans l'approche, toi, entre le sportif de haut niveau qui doit maintenir un niveau de performance élevé toute l'année, et le sportif amateur, j'ai envie de dire, comme moi, qui fait une compète tous les 36 du mois, qui fait du sport pour son plaisir personnel. Comment toi, en tant que professionnel de santé, tu modifies ton approche entre ces deux... Ben en fait, ce qui est très particulier, c'est que... alors, il y a une exigence personnelle à avoir vis-à-vis du praticien lui-même, c'est-à-dire une veille de ce qui se fait, des techniques. Bon, ça, c'est la base dans tout métier, j'ai envie de dire, enfin, j'espère. Le sportif professionnel ou la sportive professionnelle, il est plus exigeant en ce sens qu'il a des objectifs qui sont différents. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que sa vie entière, en tout cas, je parle du très haut niveau, est ou doit être centré vers la performance et la réussite de la pratique ou de l'activité. Ce qui veut dire qu'automatiquement, il attend du praticien le même niveau d'engagement. C'est logique, hein, oui, bien sûr. puisque nous, on est des travailleurs de l'ombre, et c'est très bien comme ça, mais on est là pour non pas maximiser sa performance, mais l'aider à exploiter à 100% sa capacité. Donc il attend, nous, cet engagement-là. Donc, j'ai envie de dire que si on arrive à transmettre et à transposer cette attitude vis-à-vis du patient lambda, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on s'engage à 100% pour qu'il aille ou qu'elle aille mieux, pour la guérison ou l'amélioration. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, en fait, d'attitude du praticien. La seule différence, c'est que le sportif ou la sportive pro, il est très observant, en théorie. Ou alors, s'il n'est pas observant, il y a peu de chances qu'il ait une carrière très durable ou qu'il soit même très bon, ou alors c'est un génie, mais bon, bref. Et le patient, tu le sais, il est parfois moins observant. Et puis le patient, il a des réalités de vie. Autres. Un sportif ou une sportive pro, il est payé pour ça. Donc, j'ai envie de dire, si on lui dit, tu te reposes, tu fais que ça, à telle heure, tu manges ça, tu bois ça... en théorie, il peut le faire. Ouais, et puis en théorie, c'est son travail aussi de le faire. C'est son travail de le faire. Et puis même, il a tout intérêt à le faire. Monsieur, madame, tout le monde, il a des enfants à gérer, il a une vie, boulot, il a un boulot, il a le stress qui va avec, il a... Enfin, dire à monsieur, madame, tout le monde, il faut que la sieste d'après-midi réparatrice, elle est hyper importante. J'évite de le faire. Ça peut ou donner l'impression que je suis un peu déconnecté des réalités, ou tout simplement impossible, parce qu'il y a la vraie vie. Donc, c'est peut-être plus dur, paradoxalement, de soigner quelqu'un qui a une activité physique ou sportive, voire à haute intensité, parce qu'il y en a. Il y en a qui font du 15-20 heures semaine, en plus de leur boulot et de leur vie. Et c'est peut-être plus dur, parce que ça demande justement un peu d'aménagement, et l'exercice intellectuel, il est peut-être un petit peu fin, avec justement un patient qui n'est pas pro, ou payé pour. Enfin, quand je dis professionnel, moi, ça veut dire payé à faire son activité, que pour un sportif pro, où lui, en théorie... il est là pour écouter ce qu'on va lui recommander, quoi. Surtout que culturellement, sur Toulon, on a quand même une population qui est assez sportive, on a beaucoup de militaires, on a une région qui se prête beaucoup à faire tout un tas de sports
les collines, la mer, ça. Donc je pense qu'il y avait aussi un besoin. Alors de par le bassin. J'étais loin d'être le seul. Il y a plein d'autres kinés qui faisaient ça. Mais je veux dire, c'est vrai que justement, l'offre n'était pas assez importante par rapport à la pratique, à mon sens, à l'époque. Et en tout cas, oui, on a comme tu dis, on a quasiment... Alors, on n'a pas le stade blanc, parce qu'il faut prendre un peu la voiture ou le train pour aller skier, mais on a quand même 2 stades, le stade vert, le stade bleu, comme on a coutume de dire, quoi. C'est-à-dire la nature, montagne, balade, tout ce qu'on veut, et on a la mer. Donc, rien que ça, entre guillemets, quand je dis rien que ça, c'est déjà énorme. Et je parle vraiment d'activité physique, parce que les gens souvent se disent le sport, c'est être dans un club, faire des compètes. Non, l'activité physique, ça peut être faire de la rando. Tu vas faire 3 heures de rando tous les week-ends, c'est déjà du sport. Aller balader en vélo, c'est déjà du sport. Donc, il y a quand même toute cette dynamique-là. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, une notion, quand on est dans le sport ou dans le sport de haut niveau, je dirais, de dynamisme. Donc, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas forcément sportifs, qui ne font pas d'activité physique, mais qui pensent que, pour des raisons qui me restent toujours obscures après 25 ans, c'est quand même, ils font du sport, oui, mais non, mais si vous n'êtes pas sportif, peut-être qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a rien en plus. Mais il y a aussi ce côté-là qui est un peu, je dirais, il y a une appétence pour ça. Après, voilà. Du coup, tu es resté presque 10 ans au RCT ? Ouais, c'est ça, 10 ans, 10 saisons. Comment tu évolues au sein de l'université ? Parce que à la fin, tu finis coordinateur médical quasiment. C'est quoi ton parcours au sein de ce club du coup ? Le parcours, c'est au début, parce que je n'étais pas tout seul, on a toujours une équipe. On avait 1 ou 2 pauvres tables posées dans un coin de la salle de muscu, ce qui nous valait régulièrement de se faire un petit peu chatouiller les côtes ou les pointes d'acromio par certains, mais c'est parce qu'on l'avait bien cherché. Ça fait partie du jeu. Voire même par un coach, une fois que j'avais bien cherché, je tairai le nom, mais en toute amitié, bien sûr. Et plus sérieusement, au début, c'est ça, c'est une armoire à pharmacie que tu n'as pas. Donc, il faut que dans ton sac et dans ta voiture... Tu penses à un peu tout. Le doc, à 2-3 straps et 2-3... un peu, même au-delà, puisque le doc, il bosse aussi à son cabinet, il ne peut pas être là tout le temps, donc à moins que le mec meure, il ne peut pas être là. Ou alors, donc, tu apprends un peu à tout faire. C'est un peu ça, c'est les premières années. Tu t'adaptes. Voilà, tu es un peu le MacGyver de la kiné, si tu veux. Donc, on te dit, voilà, ça, c'est de la colle si un mec qui s'ouvre. Ça, c'est... Donc, c'est bien, parce qu'il y a un dépassement de fonction un peu obligatoire. Qui est intéressant. Qui est magique. Et puis, c'est des entraînements le soir. On a encore au tout début des joueurs plus réactifs. Moi, j'ai connu ça, avec quelques rares joueurs qui jouaient. Enfin, c'était... Quand j'y repense, c'est surréaliste. C'était magique, quoi. Donc, tu finis les 9h15, 9h30 le soir. Enfin, c'est des moments magiques. Ça crée aussi des histoires d'hommes qui sont aussi différentes, qui sont... Voilà. Et puis, ça glisse. Donc là, petit à petit, il y a une évolution. Il y a des changements aussi également dans la gouvernance du club qui font que le club bouge. Il y a des nouveaux... Il y a un nouveau président, enfin, il y a 2 présidents, parce que moi j'ai eu Jérôme Gallion comme président, Éric Champ, et puis derrière, après Mourad Boudjelal et Stéphane Lelièvre, puis Mourad Boudjelal seul. Donc, dans les entraîneurs, je ne les cite pas parce qu'il y en a eu beaucoup plus, notamment sur la fin. Mais voilà, donc il y a une évolution qui se fait aussi, et une évolution qui est nécessaire aussi par rapport aux autres clubs qui, eux, étaient déjà dans une autre dynamique parfois, et qui fait que... on a d'abord une salle de soins, on arrive à manger sur une espace de la salle de muscu et de réhabilitation, puis 2 tables à la place d'une, puis un tout petit peu de matos, puis, donc ça évolue. Et puis moi, je m'étais fixé comme objectif de vraiment me battre pour qu'il y ait un staff médical qui soit salarié. Ce qui est un peu étonnant parce que ça voulait dire que j'y serais plus. Mais c'est un peu ça l'histoire aussi. Je pense que je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des... il y a des chapitres de vie. Il y a des moments où il faut savoir qu'on a un temps, et dans ce temps-là, donner le maximum. Et puis, ça s'est mis en place. Donc, un poste de coordinateur qui faisait le lien entre les médecins, puisqu'à ce moment-là, les médecins devaient être là présents à tous les matchs, plus à certains entraînements, qui faisaient le lien avec la prépa physique, qui faisaient le lien avec les kinés, puisqu'il y en avait encore d'autres plus. Donc voilà, c'était plus du tout pareil. Et puis il fallait coordonner ça, mais c'est une gestion d'équipe, de collectif. Et puis préparer l'après, qui a été le salariat à temps plein de kinésithérapeute, aujourd'hui de médecin, etc. Donc ça s'est bien encore amélioré aujourd'hui avec le campus, les moyens qu'ils ont et tout le reste, c'est exceptionnel.
c'est même magique. Mais voilà, c'était cette période-là. Puis c'était coordonné des intervenants extérieurs, puisqu'à l'époque, on n'avait quand même pas de matos sur place. Donc il fallait coordonner les partenariats avec l'hôpital, avec Léon Bérard pour les Cybex, avec des trucs, mais qui sont des super moments. Parce qu'en plus, du coup, le club, le RCT, il y a 25 ans, c'est pas le RCT d'aujourd'hui. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas le même niveau non plus. On a fait Pro D2 Top 14, Top 14 Pro D2, puis après Pro D2 Top 14, on y est resté. C'est pas les mêmes moyens, c'est beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Je vais pas faire le vieux en disant c'est mieux avant. Je te rassure, mais c'était quand même différent et avec une autre forme d'engagement, de richesse et d'énergie. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est pas... Il n'y a pas à comparer les choses d'ailleurs, de toute façon. Mais en tout cas, il y avait quand même une autre forme de richesse et d'engagement qui était quand même magique et avec des histoires humaines parce que le club était moins ouvert à une internationalisation, donc forcément beaucoup plus de joueurs locaux du cru, donc des gens avec qui on construisait peut-être plus facilement une histoire humaine. Alors, même si en tant que soignant, tu le sais, on garde toujours une distance. On est... même jeune, on s'imagine que on les a soignés, ça a créé un lien défectible. Faux. Et puis c'est normal parce que le service ne rend pas une forme de redevabilité. Le service, le sportif ou la sportive pro, il n'a pas à être redevable d'un soignant, que ce soit médecin, kiné, infirmier. On fait notre boulot. Donc à un moment donné, on peut le faire dans la bonne humeur. Mais il ne faut pas s'imaginer que ça crée un lien de redevabilité, c'est important. Mais c'est un peu ça. Donc c'était d'autres moyens, d'autres envies, mais aussi une autre forme de lien humain qui était... je dirais que ça m'allait bien. Voilà. J'étais dans une période où c'était bien en résonance avec ce que je suis. Donc, je suis content de l'avoir vécu. Je dis, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant. J'aurais rêvé de travailler dans le campus d'aujourd'hui avec les moyens que je vois, avec ce qu'ils ont pour la réhab, pour la réathlée, pour la kiné, c'est top. Je dis juste que voilà, c'était... c'est d'autres moyens, mais avec des choses humaines qui étaient quand même sympas à vivre. Du coup, c'était quoi les grands défis que tu as rencontrés pendant ces 10 ans au RCT? Parce qu'effectivement, tu pars d'un milieu où il y a beaucoup de bonne volonté et pas beaucoup de moyens, à de plus en plus de moyens et j'imagine de volonté, parce que ce club, moi je l'ai suivi d'un peu plus loin, mais je l'ai quand même vu grandir. C'est quoi les grands défis que tu as rencontrés pendant ces 10 ans-là? Les grands défis, le sport, d'abord il faut toujours... reconnaître que particulièrement, plus particulièrement chez nous dans le Sud, il y a quand même une élasticité au résultat, comme je dis, qui est quand même surréaliste, parce que, je le dis sans aucune rancœur, mais quand certains me disent qu'ils sont toujours allés à Mayol, je leur rappelle avec plaisir que un certain Toulon Tour pour lequel j'étais sur le banc, il y avait 700 spectateurs dans Mayol. On a été en Pro D2. Donc, à un moment donné, il y en a qui mentent. Il y a un petit désavouement du club. Je dis en plaisantant, mais il y a quand même cette élasticité au résultat. Donc, qui crée en interne, surtout quand il y a des gens qui s'engagent, dirigeants, joueurs, staff, qui peuvent créer quand même des rapports humains plus particuliers. Donc, j'ai envie de dire, les grands défis... en tout cas, le défi majeur, ça a été de gérer l'exigence de résultats. Mais tu le sais, parce qu'en tant que soignant, on est souvent au carrefour. On est à la fois un peu le confident et celui qui met un peu du lien directement ou indirectement. Et on est aussi là pour faire redescendre une exigence de performance et quelque part tout faire pour qu'on accède à ce niveau-là. Donc le défi, il s'est majoré avec... les paramètres qui évoluaient, c'est-à-dire que de plus en plus de clubs qui devenaient gros, armés face à nous. Un retard peut-être qui avait été pris sur, je dirais, le périphérique du sportif. C'est-à-dire que le médical, la prépa physique, on n'avait pas forcément de moyens. On avait les hommes, mais il n'y avait pas forcément les moyens autour du club qu'avaient d'autres clubs. Donc les défis, ça a été de passer ces étapes un peu en mode accéléré, tout en gérant le côté humain dont je parle, qui est quand même, à mon avis, essentiel. Et puis en même temps, d'avoir les exigences de la direction du club en face, qui était parfois, mais ça, c'est pas un secret, tout le monde a vu la presse et les infos à l'époque, qui était un peu marqué. Voilà. Donc voilà, le défi, c'était ça. Le défi, c'était de gérer une forme d'accélération sur un temps relativement court, au final, tout en essayant de conserver cette humanité, ce lien humain qui fait l'essence des soignants. On est presque là pour ça, surtout dans un staff. On soigne, mais on écoute beaucoup, c'est vraiment un travail d'équipe, de coordination. Exactement. Alors, le gros défi a été là. Ça a été de gérer une très forte accélération
en essayant de garder justement les valeurs qui étaient essentielles à ce sport, et en tout cas qui étaient les miennes, et puis d'aller vers un niveau de performance qui était différent, avec forcément des choses qu'on a dû, à mon avis, et je regrette peut-être, mais en tout cas qu'on a dû laisser sur le bord du chemin, j'imagine, parce que... Après, le club, il y a quand même une ascension hyper rapide, parce que, il faut pas être dupe, la performance, ça coûte cher. Qui plus est, quand on veut une équipe professionnelle comme ça coûte des sous, et quand on fait un Toulon Tour à 700 places, ça remplit pas les caisses. Donc, alors à l'époque, non, alors c'était il y a longtemps. Ouais, mais il faut quand même manager l'équipe. Ouais. Non, mais même la fin de la Pro D2, avant qu'on retourne en top 14, Mayol, c'était pas toujours la fête. Non, non, c'est pour ça que je le dis, encore une fois, il n'y a aucune amertume, mais il faut se souvenir de cette élasticité au résultat quand on bosse dans le sport. On ne vit pas que des grands moments. On n'est pas là d'ailleurs pour vivre des moments, nous. Hein. Il ne faut pas l'oublier. On est là pour permettre à celles et ceux qui pratiquent de les vivre. Et oui, non, mais c'est important. Hein. Alors, par ricochet, on a une énergie, forcément, dont qu'on peut capter. Mais c'est vrai qu'on ne vit pas que des bonnes choses. Voilà. Mais très bizarrement, c'est pas forcément dans les bonnes choses qu'on se construit les plus grands souvenirs au sein d'un collectif. Ouais. Mais ça, c'est comme dans la vie, j'ai envie de dire. Après, l'humain primera toujours sur les rencontres que tu as pu faire. C'est ça. Et souvent, on se revoit parce que j'ai, parmi mes vrais amis, mes amis très proches, mais j'ai un joueur qui a été coach plus tard, d'ailleurs, Jean-Martial Cotin, qui en faisait partie. Et des fois, on se remémore des choses. C'est très rarement les grandes victoires. C'est rigolo, hein. Mais un autre collègue qui était joueur également, on se rappelle de matchs un peu... Enfin, si je les raconte là, ça va être farfelu. Ils vont dire, lui, il est complètement fou. Enfin, d'un match à Auch où un arbitre d'Artigas nous avait fait jouer 8 minutes d'arrêt de jeu pour qu'il puisse à tout prix faire match nul, parce que je reste persuadé que ce jour-là, on a été volé, tant pis, je le dis. mais il y a prescription. Mais voilà, où on était sous la pluie, et pourtant, malgré ce match nul, des choses surréalistes, des choses où on s'arrête dans un bar. Le coach de l'époque, je crois que c'était Philippe Sauton, si je dis pas de bêtises, d'un coup, au feu rouge, ça s'arrête, le bus s'arrête, on descend, il y avait un bar, c'était ouvert, on est descendu. Il a dit, les gars, vous avez 2 heures, allez, on y va. On a fait une tâche, et je crois que le bar, il s'en souvient encore. On a dû chanter 14 fois avec du Connemara, et on a dû boire trop de bière. Mais voilà, non, mais on n'avait rien gagné. Il pleuvait, on était loin du monde. Enfin, mais ça, ce sont des moments humains. Voilà. Ouais. Et je crois que, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai fait ce boulot-là, et c'est top. Enfin, après, je te demanderai pas de rechanter Lac du Connemara maintenant. Non, je suis surtout que là, il va repleuvoir. Et tu leur as dit à tes collègues de rugby que tu étais retourné un peu dans le foot ou pas ? Oui, ils le savent, parce que dans cette aventure, j'ai eu la chance de croiser un homme qui s'appelle Jacques Piacenta, éminent entraîneur d'athlétisme français, qui a eu les plus grandes réussites de l'athlétisme français féminin, et qui est venu prendre sa retraite à la Seine, qui, par une connaissance commune, un autre kiné qui s'appelle Michel Bosch, qui était plutôt du côté de Cagnes, dont le fils fait de l'athlé, parce que donc il arrive, Jacques, il dit il me faut un kiné pour mes athlètes, puisque lui avait dit à la Fédé, je m'en fous, je me casse, je vais à la retraite à la Seine, démerdez-vous. Donc les athlètes qu'il encadrait pour Pékin, c'est-à-dire Réna Fleur-Corée et Muriel Urtis, il a fallu qu'elle déménage ici, donc, parce que Jacques, il a un caractère trempé, mais une fois qu'il est là, il a dit il faudrait un kiné du sport, et donc je me retrouve à échanger avec Jacques pour savoir si je vais m'occuper de ces 2 athlètes, ce qui a été le cas, donc dans le cadre de la préparation des Jeux de Pékin. Et puis moi, je dis à Jacques, viens un peu voir le RCT, je suis kiné, c'est cool. Et puis de là naît l'idée un peu farfelue de refaire des séances d'athlé avec Jacques Piacenta. C'était des moments magiques. Donc on fait une espèce de piste d'athlé là sur le bord de Bergue qui n'existe plus. Et puis Jacques venait régulièrement leur faire travailler le geste de course. Des choses, pour le coup, là, on était peut-être un peu en avance. Mais ça, pour le coup, c'est hyper pratique. Hein. Il y a plein de compétences qui sont transverses. Voilà. Et là, on était plutôt pas mal. Donc voilà, ça a été des choses comme ça. Et puis c'est encore une fois des rencontres. Donc derrière, j'ai eu la chance de les accompagner pour les Jeux de Pékin. Tu as été à Pékin, du coup ? Non, moi j'ai accompagné toute la prépa. Et puis donc c'est quand même des moments magiques à faire. Et puis voilà. Et puis derrière, l'aventure RCT s'arrête. Mais en parallèle, encore une histoire humaine. J'ai soigné un petit garçon à l'époque. Qui doit avoir 12 ans, que m'amène son oncle, parce que son oncle était de mon quartier, voilà, à la Rode. Hein. Et ce petit garçon est devenu joueur pro de foot.
Toulonnais, pas à Marseille en plus, il cochait les bonnes cases. Mais, et puis donc voilà, donc on garde un lien. Quand il revient, tiens, tu peux regarder ci, tu peux regarder ça. Puis il devient vraiment un grand joueur de foot, puisqu'il était international français, etc. Et puis il me dit, j'aimerais bien quand même que tu continues à me suivre, tant qu'ostéo. Les footeux, souvent, à un certain niveau, ils aiment bien avoir des fois un peu leur équipe perso, staff, pas tout le temps, mais pour avoir un peu un œil, un deuxième avis ou un œil décalé du staff du club, parce que le foot, c'est encore un autre monde. Donc, c'est un autre Et puis, il y a beaucoup d'enjeux entre les équipes nationales, les staffs de club, les machins, et des fois, peut-être que ça perd un peu d'objectivité. Il y a surtout beaucoup d'enjeux, à la fois économiques pour le club, à la fois pour le joueur, et aussi d'enjeux sportifs. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est la base. Et tout ça, mis bout à bout, des fois les joueurs, alors que les soignants restent des soignants, il n'y a pas de, pas de problème. Hein, ils ne vont pas mettre en danger l'intégrité pour ni un résultat ni de l'argent. Mais il y a parfois un besoin peut-être plus psychologique que réel d'avoir un deuxième avis. Et puis après, il y a aussi le côté de, souvent je suis à l'étranger, j'ai un praticien que je connais, qui connaît ma vie, donc mes problématiques, qui ne sont pas forcément que médicales. J'ai pas envie de les raconter 14 fois parce que je risque de changer 10 ou 8 fois ou 7 fois de club dans ma carrière. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui me suit, qui a cette antériorité aussi, qui me connaît. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont cette démarche-là. Donc voilà, je me retrouve là-dedans. Et puis voilà, donc de là-dedans, comme partout, encore des histoires humaines. Hein. Tu es dans un club, le joueur, tu vas le voir au moins tous les mois. Et puis voilà, le joueur, il dit, tiens, tant que tu es là, ça t'embêterait pas de voir un coéquipier parce que il s'est fait mal au cou. Je te prends un exemple. Tu dis, bah non, mais surtout que moi, à la base, le foot, je suis de ça loin quand même. Hein. Autant ma femme est très fan de foot, elle maîtrise très bien. Autant moi, j'aime bien, mais j'aimais bien quand il y avait le Sporting en D1, donc c'était il y a longtemps. Non, je suis, mais j'étais pas... c'était pas mon sport de... Pas aficionados. Et puis donc, tu vois des gens, bien sûr, qui viennent. Voilà. Et puis tu te retrouves à manipuler Ivan Perisic ou des joueurs comme ça. Voilà. Donc, et puis après, les joueurs te disent, tiens, c'est cool, ça s'est bien passé, je bouge de club, tu pourrais me suivre. Et puis tu te retrouves à parcourir pas mal de miles ou de kilomètres selon où tu vas, et à prendre l'avion et à suivre pas mal de footeux. Donc c'était une belle aventure. Mais ils le savent. Et puis aujourd'hui, il y a moins cette antinomie du rugby-foot, quand même, beaucoup moins, parce que le rugby, c'est quand même très professionnalisé, voire même, là c'est un avis personnel, un peu trop. Pas trop, mais le foot a digéré il a mangé son pain noir de cette phase un peu d'argent, un peu limite pas malsaine, mais et ça c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, le foot, il l'assume. Exactement. Et aujourd'hui, le foot, il l'assume. C'est-à-dire que dans un vestiaire... il y en a toujours un qui va vouloir avoir le plus gros salaire du vestiaire parce qu'il estime que c'est le plus gros joueur de l'équipe. Donc, c'est important pour lui, même si c'est... Alors, c'est toujours à beaucoup d'argent près. Mais après, c'est digéré. C'est-à-dire que le joueur, il sait qu'il joue pour la somme X parce que plus ou moins, il vaut X. Et que si l'autre a Y, c'est parce que l'autre vaut Y. Et hormis un ou deux cas, il y a vraiment... L'argent a été digéré dans le foot, on le sent quand on est dans un collectif ou quand on même... Parce que même si moi j'intervenais pour des individuels, mais à force tu côtoies le collectif. Là où le rugby aujourd'hui, dans une phase où on apprend un peu à assumer le professionnalisme d'un point de vue financier, il y a beaucoup d'argent en jeu. La formation, les jeunes, c'est quand même et puis il y a une autre mentalité aussi au rugby où on est un peu... la mentalité du rugby, notamment dans les petits clubs, c'est pas tout de suite la performance, bien au contraire, c'est plutôt on retrouve les copains, on va jouer, il y a moins cette notion de performance et de professionnalisation, je pense, dans les clubs, et ça vient beaucoup plus tard, je pense, là où pour le foot, dès 10-12 ans, on peut dire, toi du potentiel, on va te mettre en... C'est vrai, mais honnêtement, on y vient, et moi qui ai eu la chance un peu d'avoir en vision un peu macro les deux, je pense que le rugby, et j'en ai discuté avec le président, là, Florian Grill, qui était sur Toulon il n'y a pas très longtemps, le rugby doit se poser les vraies questions aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut continuer à fabriquer des hommes et des femmes, en tout cas participer à la construction de l'individu en transmettant des valeurs et le mettre comme, on va dire, objectif 1 ou est-ce qu'on veut un projet Mbappé ?
Ouais. Enfin, je suis un peu cash, mais il y a des vrais projets Mbappé dans le rugby aujourd'hui. Hein. Ouais. Moi, je le vois à Toulon, je le vois même à mon cabinet. Ah oui. J'ai des parents qui m'amènent des minots. Bon, lui, il a 14 ans, mais vous allez voir, plus tard, il va être énorme, fais gaffe, mange ça. J'ai envie de dire, les gars, détendez-vous. Le rugby, avant tout, c'est les copains, les collègues. Et puis... Et s'arrêter à 2 heures dans un bar. Et puis, je peux le dire, c'est même pas que le rugby. Ouais. C'est que le sport pro, à un moment donné, c'est une attitude, c'est une forme d'intelligence. Parce que la compétence, à un certain niveau, ils l'ont ou elles l'ont tous. Jouer au foot, au rugby, est-ce que tu veux, il y a un moment donné où tu l'as. Ce qui te fait passer le cap, c'est cette intelligence de vie, ce savoir-être. Et ça, c'est possible que si tu te régales dans ce que tu fais. Si tu y vas juste pour le fric ou parce qu'à un moment donné... Il y a des motivations personnelles et qu'il ne faut pas toucher, mais quand même, on doit se régaler à faire ce qu'on fait. Et puis, en fait, j'ai eu un ami qui me disait la différence entre le haut niveau et l'amateur plus, c'est juste la rigueur et la discipline, en fait. Parce que souvent, ce qu'on ne rend pas compte, c'est que le professionnel, il ne mange pas ce qu'il veut, quand il veut, il ne sort pas quand il veut, il s'astreint à ses 8 heures de sport par jour. Quand je parle d'un savoir-être, ce n'est pas juste dire bonjour et être poli, c'est un savoir-être général. Et moi, le foot, alors je ne fais pas l'apologie du foot face au rugby, ce n'est pas versus du tout. Mais par exemple, quand le foot, pour l'avoir, il faut se rendre compte, quand on les voit dans certains excès, moi je suis toujours surpris de... je dirais la sérénité presque qu'ils peuvent avoir en fonction de ce qu'ils touchent, de l'âge à laquelle ils le touchent. Non, mais moi, à 20 ans, j'aurais touché ce qui passe. Moi, autant je partais sur une île déserte, ils ne me retrouvaient plus. Non, mais je venais que pour les entraînements, j'exagère. Mais, et surtout, de se dire que ces gens n'ont pas de vie. En tout cas, parce que ça ne fait pas tout d'avoir... Avec plus d'argent, on ne fait pas plus les choses. Non. On fait les mêmes choses un peu différemment. Mais on ne peut pas s'acheter une vie. Et ils en sont souvent très conscients. Donc c'est vrai que quand tu as 10 à 15 jours de vraies vacances l'été, parce que après, même si ça ne joue pas, ils ont un programme à faire tous les jours qui est terrible, ils sont pesés, voilà, donc quand tu as très peu en hiver, allez, en gros, avec les coupures, les ci, les là, de vraies vacances, où tu peux te dire j'arrête, je fais rien, je dirais 3 semaines dans l'année, ça me semble être le bout du monde. Ouais. Et ça, de tes 14-15 ans à 35 ans. Moi, voilà, c'est des vies. Donc, c'est cette exigence-là qu'il faut intégrer. Et pour revenir au rugby, je pense qu'il faut être vigilant. Le rugby, il a beaucoup mis en avant ses valeurs, justement, en opposition de ce modèle-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait de l'argent parce que c'est bien, c'est ni bien ni pas bien, c'est l'évolution du sport. Il y en a besoin de toute Exactement, façon, on ne pourra pas faire ça. C'est comme ça. Mais en revanche, dans la formation, dans je dirais le socle, ça doit être la très haute performance, ça doit être la pointe de la pyramide. Ouais. Et je pense que attention au socle, de ne pas se retrouver effectivement... enfin ça, on sort du cadre, mais c'est un peu ma perception de la chose. Non, mais c'est rigolo parce que du coup, on va passer de comment tu es passé de cette carrière-là à tes fonctions politiques aujourd'hui. Mais du coup, toi qui as une vision très globale en tant que soignant et que tu accompagnes des sportifs de haut niveau, c'est quoi ta vision en tant que kiné, ostéo, accompagnateur de sportifs de haut niveau de la santé globale ? De la santé globale collective. Collective, ouais. Je dirais que je suis un peu préoccupé. C'est-à-dire que... Non, mais on se retrouve un peu comme ailleurs. J'arrive d'une manifestation nationale où on nous présentait les dernières études, justement, sur le sport, qui ont été faites sur un gros panel représentatif de plusieurs milliers de personnes. Bref, une vraie étude portée par le ministère et par l'Agence nationale du sport. Et on disait 91% des Français trouvent que le sport, la thématique du sport, le sport lui-même et tout ce qu'il représente est essentiel. Donc j'ai envie de te dire, ça c'est plutôt chouette. Bon, si on continue, on nous dit qu'à peu près 80% des gens pratiquent une activité physique. Bon, là déjà je m'interroge. Mais après quand tu regardes, l'activité physique, ça veut dire je vais au boulot en marchant, je vais faire les cours, je marche, je monte des marches, etc. C'est quoi le gap de l'activité physique? Voilà. Quand on parle de combien pratiquent du sport, on est un peu moins de 40%. Okay. Et quand on regarde un peu ça, comme ça, on se rend compte que le sport, ça devient quelque chose qui, à mon avis, accentue encore, je dirais, son pouvoir de vecteur de message. Ça, c'est indéniable, parce que la transversalité de ce qu'est le sport, de ce qu'il peut véhiculer, aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Par le sport, on peut développer du tourisme, on ne fait pas que de la santé, on va bien au-delà de l'économie. Enfin, on construit même des territoires, on construit au-delà de l'individu, comme je dis. Mais en revanche, sur la santé, c'est plus préoccupant parce que
il y a quand même aujourd'hui un lâcher un peu sur l'activité physique. Et on se retrouve avec, un peu comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire des gens qui vont être ultra pratiquants, quasi intégristes sportifs, non mais j'abuse presque pas, et de l'autre côté, des gens qui s'en fichent. C'est bien, mais... Il y a un juste milieu à trouver. En tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait ces deux types de personnes, ok, mais il faut qu'il y en ait beaucoup au milieu. Voilà, parce que on a trop de... Alors là, tu vois, c'est là où je fais, malgré un effort schizophrénique, j'ai les deux casquettes qui se télescopent un peu. Mais quand tu as 25 ou 30% des jeunes filles qui arrêtent le sport à 14 ans, il y a un vrai problème quand même, sociétal. Alors sanitaire pour demain, parce que ça va pas... Et sociétal. C'est ça qui est interrogatif pour moi. C'est-à-dire qu'avec ces deux casquettes, je me dis, bon, c'est bien, mais les gens aujourd'hui, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est toutes les études, veulent plus s'embêter. Et j'allais être grossier. Ils veulent faire du sport ou de l'activité physique quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent, où ils veulent. C'est super ça, mais il y a un moment donné où on se retrouve avec du sport organisé, ce qu'on appelle, c'est le terme officiel, donc les fédés, les clubs, les machins, les bidules, le sport en pratique libre, c'est super aussi. Je vais faire ma gym sur les plages du Morillon, je vais nager, je vais faire mon footing, c'est super aussi. Mais quand tu as enlevé ça, il y a quand même beaucoup de gens qui font pas grand-chose. Et je pense qu'en termes de santé, on regarde je pense que tu vois les mêmes que moi, tu regardes les courbes d'obésité, les courbes de surpoids, parce que souvent les gens disent ouais non mais une obésité médicalement ça va avoir de vraies conséquences pour l'individu et pour la cause, pour la collectivité, enfin la société d'ailleurs, là c'est même plus la collectivité au niveau local. Donc je pense qu'il faut, c'est un combat qu'on doit mener. D'abord on voit que c'est bête mais le sport il permet de se retrouver, on l'a vu cette année avec les Jeux, je crois que c'est un exemple flagrant. Puis moi ça m'a fait plaisir que pour une fois on parle de la France autrement que dans... Et là je trouve qu'on a exposé une vitrine. Alors il y a toujours des choses à refaire, à revoir. Mais là la vitrine qu'on a exposée au monde, je l'ai trouvée sublime, quoi. C'est là où on se rend compte, tu vois, c'est ce que je te disais, que le sport c'est, à mon sens, peut-être un des derniers langages universels. Et je pense qu'il faut à tout prix qu'on en ait bien conscience et qu'avec ce langage on peut dire à peu près tout, et j'en suis convaincu. Mais notamment sur la santé, parce que forcément je suis un peu piqué à ça, mais on doit s'en servir, on doit à tout prix s'en servir dès le plus jeune âge jusqu'à nos seniors. On doit arriver à porter des messages, parce que c'est un langage universel, c'est un langage qui réunit, il n'y en a plus beaucoup, voilà, sans rentrer dans la politique politicienne, mais il n'y a plus beaucoup de messages qui unissent comme ça, avec autant de force, qui permettent lorsqu'on est ensemble, d'avoir un objectif un petit peu plus élevé en termes de messages que juste de faire la fête. Et du coup, ça donne des énergies bien plus fortes. Et c'est hyper important. Et je pense que la santé, on a quelque chose à faire. C'était la cause nationale cette année. Bouge, là, bon, ok. La cause nationale l'année prochaine est tout aussi importante, puisque c'est la santé mentale. Mais on pourra aussi en faire avec du sport. Mais je crois vraiment qu'il y a une nécessité. Je ne dis pas que je suis un peu inquiet sur l'activité physique, mais je me rends compte surtout chez les jeunes. Et là, c'est là où je pense qu'il faut mettre un gros focus. C'est chez les jeunes et les très jeunes qu'il faut qu'on soit hyper vigilant. Alors, c'est le rôle de tous, des encadrants, des soignants, des parents, de ce que vous voulez, l'école, de vraiment switcher sur un mode activité physique. Et je dis activité physique parce que pas forcément... tu l'as entendu. Ah non, les sports, j'aime pas. Mais c'est-à-dire, t'aimes pas. Moi, je le dis à mes patients, ça peut pas exister. Ça, t'aimes pas. T'es programmé pour marcher, courir. À quel moment t'aimes pas? Ouais, mais j'aime pas le foot. On s'en fout. Va marcher, va nager, va faire du vélo. Non, mais c'est de l'activité physique. C'est marche. Change la forme du ballon. Non, mais c'est ça. C'est pas. Et je crois qu'il faut être hyper vigilant, surtout chez nos jeunes. Voilà, ça, c'est la vie. Là, c'est le problème que sociétalement, on est dans une culture où il y a de plus en plus de difficultés avec l'effort à fournir. Tout le monde veut les résultats, mais personne ne veut mettre les efforts en face, j'ai l'impression. Et le sport, c'est ça. Et tout le monde veut être en bonne santé. Mais par contre, aller le sport quand je rentre le soir à 19h ou le matin en me levant, j'ai pas envie, c'est trop dur. Et donc, il faut je pense qu'on réapprenne aussi. Moi, c'est un sujet aussi que je traite beaucoup en pédago. C'est, oui, je veux apprendre, mais qu'est-ce que ça va me coûter d'apprendre ? Et en fait, cette barrière-là à l'entrée, elle est pour tout. Elle est pour le sport, elle est pour, j'en sais rien, si vous voulez devenir peintre,
il va falloir commencer par peindre. C'est pareil. Et donc, j'ai l'impression que les gens ont de moins en moins envie de payer cette barrière à l'entrée qui permet de rentrer dans la... Je pense vraiment que, en tout cas, c'est à la fois les mesures, parce que j'aime bien quand même qu'on s'appuie sur des données et à la fois ce qu'on peut vivre. Il y a, les gens s'en rendent compte. Passé un certain âge, les gens se rendent compte. Parce qu'ils sont sensibilisés par plein de canaux et parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que pour les motivations de stress, d'esthétique, de mieux-être, ils font faire quelque chose. Mais je pense que je réinsiste sur nos jeunes, et il n'y a aucune critique dans ce que je vais dire, mais moi, quand on parlait d'héritage des jeux, c'est bien, un héritage, c'est important, c'est quelque chose de solennel, mais ça ne doit pas être passif. Ça doit ouvrir sur quelque chose de mieux. Ça doit être un appel, un héritage à faire encore plus. Ça doit être une ambition. Moi, je trouve ça super qu'on ait célébré, je crois que c'était le 14, je ne sais plus la date exacte, mais nos athlètes, etc. Ça, c'est chouette, c'est un solennel important. Mais après, moi, j'aurais aimé qu'on dise, ok, on a bien compris, dorénavant, dans les écoles, on va tous s'asseoir avec l'éducation nationale, avec les enseignants, et on va réfléchir à changer notre modèle pour que les petits et les petites, ils fassent tous 1 heure et demie d'activité physique l'après-midi, comme c'est fait dans... plein d'autres pays. Plein de pays où ça marche. Enfin, ça, c'est avoir un héritage et le transformer en ambition. Et je pense qu'on doit être vigilant. Alors, c'est vrai que moi, ça me tape un peu. Enfin, je suis un peu piqué à ça. Je t'ai prévenu. Mais c'est parce qu'on le voit dans nos cabinets. Toi, dans ta vie de soignant, tu l'avais vu. Enfin, quand tu vois un petit qui n'arrive pas à se tenir sur une jambe et à lever le bras en même temps, qui a des défauts de coordination, une petite qui tient difficilement sur un vélo. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Il y a aussi l'accès. Parce que selon où tu habites, les parents, ils ne t'amènent pas forcément sur un terrain. Et si en bas de chez toi, il n'y a rien, c'est bien beau de leur dire « fais quelque chose », mais il n'y a rien. Donc c'est toutes ces thématiques qui font qu'aujourd'hui, notre mission, là, dans notre vie, elle est passionnante aussi, parce que ça fait partie de ça. Et puis c'est un vrai sujet. Ma femme, elle est instite. Et je ne sais plus, il y a quelques années, ils ont fait ils ont amené les enfants à la piscine ou à la mer, je ne sais plus. C'est des enfants qui avaient entre 10 et 12 ans. Et même dans cette population-là, nous, on est dans le sud de la France, on est quand même très proche de la mer, il y avait quelque chose comme 30 ou 40% des enfants qui ne savaient pas nager à 10-12 ans, alors qu'on vit à 5 minutes de la mer. Je pense qu'il y a aussi un effort à faire dans la vulgarisation de l'accès au sport. Parce que je pense qu'il y a plein de gens, en fait, c'est pas une volonté de ne pas apprendre à nager, c'est juste qu'ils ne se sont pas posé la question, en fait, je pense. Il y a un peu ce que tu disais quand même, c'est l'effort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des parents qui, aujourd'hui, pour des raisons peut-être économiques, peut-être de flemme, parce qu'on est quand même dans le sud des fois, non, mais il faut l'assumer, n'amènent pas les enfants à faire quelque chose. Ce qui est quand même dans un schéma de développement et d'accompagnement de développement de l'enfant. L'enfant, il ne peut pas prendre le bus tout seul selon l'âge qu'il a. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on travaille. Et ça, je pense que c'est des vraies politiques publiques. Ce sont des politiques publiques. C'est pour ça qu'il y a le savoir rouler à vélo, qu'il y a le savoir nager, que ça me tient énormément à cœur. Parce que c'est pareil pour le vélo. Parce que l'eau et la mer, c'est déjà choquant. Mais le vélo à 12 ans où tu n'arrives pas à tenir dessus, c'est à voir quand même. Surtout quand il n'y en a pas un sur une classe de 26. Quand il y en a 3, 4, 5. Alors, il y en a 2 qui ne tiennent pas, 4... Ils avancent, mais en mettant les 2 pieds de chaque côté. Et ça aussi, c'est des vraies questions. Parce qu'après, comment tu veux leur parler à eux de mobilité douce ? Non, mais comment tu peux leur dire aller au boulot en roulant en vélo ? C'est pas parce qu'ils vont pas apprendre, c'est parce que s'ils apprennent tard, avec une espèce de crainte, parce que t'es quand même pas à l'aise. Ils n'auraient pas les mêmes appréhensions. T'as une appréhension qui se développe, donc t'as tout un travail après à construire ou à déconstruire. Donc c'est une vraie thématique. L'enjeu de l'activité physique, de la santé, et même pour nous dans nos cabinets, on le voit. Nous, quand on fait un kiné de la réhab avec des gens, des fois, on se dit, waouh, le schéma moteur, il est. Vous bougez des fois quand même, hormis la télé, le canapé et la chaise du bourreau, parce que ça va pas là. Vous savez, votre bras il se lève. Ah ouais, non, mais j'exagère, mais. Il va jusque-là, waouh. Voilà, non, mais c'est ça aussi, c'est de se dire que. Et même en tant que professionnel de santé, je pense qu'on a ce rôle-là. On a ce rôle de sensibilisation, de transmettre, c'est capital. C'est capital. Alors, il ne faut pas insulter les gens, mais je pense que d'inciter. On sait le faire. D'encourager. De leur montrer qu'ils sont capables de le faire, que c'est pas réservé à quelqu'un, à un certain type de personnes qui auraient des pouvoirs de type Avengers. Non, mais c'est un peu ça aussi, de montrer que le niveau de pratique. Mais il y a aussi un côté sociétal, tu l'as dit, c'est on veut de suite accéder, et il y a un peu tout le monde a droit à tout, et ça c'est bon, ok, mais sauf que
Moi, par exemple, il y a très peu de chances que je sois astronaute un jour. Non, mais c'est ce que je leur dis. J'ai eu la chance de voir courir Usain Bolt à Londres. Je ne courrai jamais comme Usain Bolt. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas que je cours. Oui. Non, mais c'est... Et il y a un peu ce souci de dire, je veux pratiquer, tiens, ça a l'air cool, mais je veux que dans 10 jours, je sois à un super niveau. Ah ouais, non, mais ça n'existe pas, là. Ouais. Enfin, Usain Bolt, ça fait 30 ans qu'il court tous les jours. C'est aussi tout ça qu'il faut retravailler, c'est pourquoi on le fait. C'est pourquoi on le fait et accepter de pratiquer quelque chose et de ne pas être bon. Oui. Enfin, c'est la situation d'échec, quoi. Je reprends l'exemple du ski. Le ski, c'est atroce au début. Alors que si tu réfléchis bien, tu es sur 2 trucs debout. Il n'y a aucune raison, tant que tu ne glisses pas, que tu tombes. Fais le test, tu mets des gens debout, tu leur verrouilles la chaussure de ski. C'est un drame. Ils sont à l'arrêt, hein. Mais les gars, détendez-vous. Vous êtes debout et vous êtes sur vos 2 jambes. Mais c'est parce qu'il faut accepter, et c'est pour ça qu'il y a eu quand même... C'est compliqué. Alors déjà, il y a d'autres problèmes pour accéder au ski qui sont plus d'ordre économique et autres. Hein. Mais il y a beaucoup de sports où tu n'y vas pas. Le padel explose parce que c'est beaucoup plus facile d'accès que le tennis. Le tennis, avant de t'éclater, il va falloir des années. Et puis les règles sont exigeantes pour jouer correctement. Donc ça, il faut aussi l'intégrer. On n'est pas là pour systématiquement dire « c'était mieux avant, il n'y a qu'à faucon », mais plutôt dire « Ok, maintenant qu'on sait ça, on fait comment ?» C'est ça. Comment on trouve des solutions. Exactement. Comment on fait changer un comportement, comment on fait passer un message, ça c'est important. On va venir sur ton présent politique d'aujourd'hui et tes missions d'aujourd'hui, mais quand tu étais encore dans le sport, est-ce que tu avais conscience de l'impact collectif que pouvait avoir le sport, ou c'est vraiment venu après avec tes fonctions politiques ? Parce que là, en discutant avec toi, moi, je me fais la réflexion que je n'avais même pas conscientisé de l'impact collectif que pouvait avoir le sport. J'imagine bien mon impact personnel, mais l'impact collectif, je n'avais même pas envisagé. Alors, oui, parce que si tu veux, d'abord, moi, c'est quelque chose qui... J'ai été un peu nourri au collectif, si tu veux, et aussi parce que quand tu as la chance d'être dans un club comme le RCT, automatiquement, tu te rends compte du côté accélérateur et transversal et collectif que le sport peut avoir, si tu veux. Et là, tu le vois un petit peu autrement. Et puis, en plus, c'est quelque chose, moi, qui avait sens pour moi, parce que c'est quand tu es kiné, professionnel de santé, quel qu'il soit, tu as tout le monde, de tout âge, de partout, comme je dis. C'est ça qui est magique, d'ailleurs. Et si tu prends le temps et tu dois écouter tes patients, tu te rends compte de ces enjeux, de ces problématiques. Et là, tu te dis, waouh, aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qui rassemble, qui parle à tout le monde ? Alors oui, je pense aussi que la culture a le même chemin, ça c'est mon avis, et que culture physique, sport et culture, pas faire de jeu de mots, mais ce sont des choses qui marchent, c'est un peu les 2 jambes du pantalon pour le développement de l'individu, quoi, aussi. Mais sauf qu'il y a plus beaucoup, il y a beaucoup de choses passionnantes, mais il y a plus beaucoup de choses qui parlent à tout le monde. Voilà, donc il faut s'en servir, et moi c'est quelque chose que j'avais toujours en tête. Et du coup, j'imagine que c'est ça qui a drivé aussi ton changement de position. Comment se fait ton passage et ton entrée en politique, du coup, à partir de... Alors, de manière très étonnante, c'est que très gentiment, puisqu'on se connaissait dans le cadre du rugby, monsieur le maire, à l'époque, me rencontre, vient me voir, on était ensemble tous les deux, et me dit, bon, Laurent... ça te dirait de venir, parce que quand même, tu vas à droite, à gauche, ce serait bien un peu que tu te branché. Je dis, laisse-moi quand même 48 heures, j'en parle à ma femme, mais j'étais très honoré, donc j'ai remercié. Et puis le lundi, j'ai dit, ok, banco, c'était pour être sur la liste des municipales de 2020, et en me proposant de m'occuper de ces thématiques-là. Et puis j'ai dit banco, voilà, tout ça part de là en fait. C'est encore une histoire d'humain, voilà, j'ai envie de dire. Mais parce que je crois que c'est ça qui reste. Enfin, en tout cas, il faudrait que ça soit que ça qui reste. Mais et c'est que ça qui reste en l'espèce là pour moi. Donc ça part de là, et puis voilà. Après les autres mandats ont suivi avec les mêmes engagements. Alors je suis parfois sur d'autres thématiques, mais toujours avec ce souci de transversalité. Et puis, c'est chouette aussi d'avoir d'autres choses pour un peu élargir un peu des fois sa vision, parce que sinon, on devient trop... À force d'être trop près, trop regarder les choses, on voit plus le reste. À force d'avoir le nez dans le guidon. Exactement. Et puis, quand il y a eu les conférences des financeurs, cette nouvelle gouvernance du sport, donc, qui réunit l'État, les collectivités territoriales, le mouvement économique, donc tout ce qui existe de regroupement du MEDEF aux UPV, en passant par les CCI, etc., et le mouvement sportif,
donc qui est pour ce que les 4 collèges travaillent en même temps sur des accompagnements de projets, des choses comme ça. Voilà, j'ai été tout d'abord vice-président représentant les collectivités territoriales pour la région géographique administrative, j'entends. Et puis j'ai été élu il y a quelques mois président de la conférence des financeurs. Donc là, donc c'était, on a fait une plénière il n'y a pas longtemps pour annoncer que ça y est, sur la première année, on avait accompagné pour à peu près 5 millions de projets sur la région. Donc ça y est, c'est en route. Après, c'est toujours compliqué, les mammouths administratifs en France. Que déjà, imaginez quand ça existe, alors là, un truc qui se crée. Donc là, c'était magique, mais ça y est, c'est en marche. Donc voilà, ça a été dans la continuité un peu cet engagement politique, oui, parce que c'est un nom, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais toujours, je crois, pas animé des mêmes... je pourrais parler de ce qu'on a dit il y a 10 minutes, je crois que ça collerait aussi parce que c'est la même motivation en tout cas. C'était ma question, c'était comment du coup ton passé de soignant et de sport de haut niveau impacte aujourd'hui sur ton quotidien d'élu, parce que du coup en plus tu es élu au sport et à la santé et au bien-être aussi je crois. Oui, donc tout est hyper lié et transversal. Et du coup comment ton passé impacte tes missions d'aujourd'hui du coup? Alors, mon passé, il impacte un peu en termes d'exigences personnelles. Et tant pis pour les équipes qui ont à me subir, j'ai envie de dire. Non, mais c'est pas vrai. Mais il se retranscrit forcément dans une manière d'être, je pense. Ça, c'est sûr. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à travailler en n'imaginant pas que ce soit un collectif. Et même si tu es à l'instant T chef d'orchestre d'une thématique donnée, l'orchestre il fait pas de musique si t'as pas les musiciens, hein, donc c'est comme ça. Et puis tu t'intègres dans une équipe où il y a plein d'autres délégations passionnantes, donc ça impacte, je pense plutôt sur un savoir-être, de s'intégrer dans un collectif, d'être à l'écoute, et puis à un moment donné d'y aller, quoi, parce que là il faut y aller, puis de se dire tout ce que j'ai vu et tout ce que je me suis dit, tiens, ça c'est chouette, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça, d'essayer de le challenger tes idées, encore une fois d'aller voir tes autres collègues avant de présenter ça à Madame le maire aujourd'hui. Mais c'est toujours important parce que c'est aussi bien d'avoir cette multiplicité de vues qui va te faire que toi, à un moment donné, ce que tu avais vu, tu vas pas le voir autrement. Enfin, ça va être vu autrement. Et du coup, ça remet un prisme différent sur l'analyse de la situation. Mais il faut quand même se battre à la fin pour y arriver. Voilà. Non, mais c'est ça qui est sympa. Donc, ça reste pour moi un challenge... comme on pourrait être dans une équipe. Mais c'est vrai que le parallèle sport et politique, il est fréquemment fait et c'est pas pour rien. Parce qu'on est en collectif, mais comme un collectif d'un vestiaire. Et c'est vrai que faire vestiaire, c'est souvent un ami qui s'appelle Pierre Dantin qui dit ça, qui est prof à la fac, que j'adore. Qui a toujours des expressions surréalistes. Il a qu'un défaut, c'est qu'il est marseillais. Mais non, plus sérieusement, il pourrait être parisien. Ouais, bon, mais à la rigueur. Mais il dit toujours faire vestiaire avec son accent et sa voix. Mais on sait très bien que dans un vestiaire de club, il y a des équilibres fragiles. Il y a et c'est pareil dans le monde politique lorsqu'on le découvre. Et ça se ressent beaucoup. Et c'est pour ça, je pense que ces parallèles sont assez souvent faits. Parce que le sport, il apprend, pour moi, il t'apprend quasiment tout de l'humain et en vitesse accélérée. C'est-à-dire que des profils de gens, il n'y en a pas 100 000 dans la vie. Enfin, il y en a des milliards de gens, mais des manières de fonctionner ensemble, on est quand même des gens qui ne sont pas programmés pour vivre tout seuls. Et la manière de vivre ensemble, il n'y en a pas 100 000. Et quand tu vois dans un vestiaire, avec justement l'émotion qui exacerbe ces liens entre les gens et cette énergie qui est donc décuplée par la réussite ou par la défaite, si tu prends un peu le temps d'analyser les comportements et de voir comment ça marche, du leader à celui ou celle qui est peut-être pas le leader sportif, mais qui est le rigolo du groupe, qui au début te dit, mais enfin lui ou elle sert à rien, alors qu'en fait il sert beaucoup, parce que c'est lui qui fait du lien, en passant par derrière celui qui va être le relais du coach, sans être pour autant une balance, parce que mais qui va être là quand même pour à la fois remonter de l'info au coach en la filtrant, à la fois la redescendre, et tout ça. C'est un fonctionnement humain dans la société, pas d'ailleurs qu'en politique, mais je pense que le sport, quand tu prends la peine de le laisser t'imbiber, il t'apprend... Enfin, moi, il m'a quasiment tout appris, quoi. En tout cas, 20 ans de vie où j'ai eu l'impression d'être une éponge, Et alors, c'est peut-être... Je parle pas pour la bière, pour l'éponge. C'est peut-être maladroit comme question, mais comment tu passes du sport de haut niveau, où
tout le collectif est axé à fond sur la performance, sur le résultat, sur machin, à un milieu politique, où moi, dans ma vision qui est peut-être biaisée, hein, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas, où bah, les équipes, tu les choisis pas, c'est pas les mêmes volontés de performance. Est-ce que toi, t'as vu une différence d'action et t'as réfléchi ton équipe autrement? Alors, l'équipe, ce sont des fonctionnaires, hein, souvent, qui travaillent dans chaque délégation. Les autres élus, tu les choisis pas toi. Hein, donc, mais quelque part, c'est exactement pareil. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire que j'ai découvert, parce que moi, je suis un jeune élu, j'ai 4 ans de mandat avec les différents mandats dont on parlait, mais je veux dire, tant qu'on l'est pas, on voit pas là, ce que c'est que la fonction publique de l'intérieur. Hein. Et j'ai découvert des agents territoriaux qui étaient quand même hyper engagés, qui avaient vraiment la notion de service public. Donc après, je crois que c'est à nous. Il y a le patron, hein, il y a le maire, et puis après, toi, tu es un peu les relais, les lieutenants, les soldats, si tu veux, appelle ça comme tu veux. Mais c'est à toi aussi de les emmener, les gars. Et c'est donc, soit on est passif et on se dit, bon, il y a qu'à, faudrait, on devrait. Et là, je pense que effectivement, ça rejoint la vision, l'image d'Épinal de dire ouais, c'est long, c'est chiant, l'administration, ça met des plombes. Ok. Soit on se dit à un moment donné, si on nous a fait l'honneur de nous dire allez, viens participer à une aventure, parce que c'est ça. Oui, bien sûr. Et qu'on accepte de s'y filer un peu, c'est à nous d'amener les gens, donc de trouver ces ressorts. Je reviens à ce qu'on disait. Hein. C'est pareil qu'un vestiaire. Hein. C'est à nous de les amener, trouver les leviers, trouver les ressorts. Et honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont... Il y a une lenteur et le plus dur, c'est le temps administratif. C'est ça qu'il faut appréhender. C'est que quand tu es dans le privé, tu vas voir un président, tu dis là, il nous faudrait ça. Il fait un devis, il achète. Ça a pris 5 jours. Enfin, nous, quand on se dit, tiens, déjà, parfois les montants sont quand même pas les mêmes. Mais nous, si on se dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça, il faut échanger, voir avec d'autres collègues, voir comment ça pourrait se passer, quel sens ça a dans un projet global, quelle est la stratégie globale, combien ça coûte, monter un marché. En gros, rendez-vous dans 18 à 24 mois. Donc, c'est ce temps-là qu'il faut appréhender, mais ça devient une force après. Quand tu le vis, tu te dis, OK, c'est un temps long, donc ça te force, un peu comme entre la vedette ou le semi-rigide pour aller à la pêche et le Corsica Ferry. Quoi. Voilà, quand tu veux changer de cap, il y en a un où tu fais ça, l'autre tu dis que ça va se passer dans 2 km. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il frappe le quai. Hein. Donc ça te demande juste un autre exercice intellectuel de dire, voilà, on pense un peu en amont, on réfléchit, on oriente, et puis des fois on accepte un peu que les gens râlent parce qu'ils trouvent que c'est trop long, que ça avance pas, même si toi tu sais que t'aimerais toi aussi que ça aille vachement plus vite, mais qu'il y a des délais qui sont juridiques, administratifs, et que c'est comme ça. Et c'est pas la faute des agents ou de ceux qui travaillent, ce sont des formes légales qui souvent nous imposent des temps. Donc, mais c'est pareil qu'un collectif, c'est à toi de l'amener et de faire en sorte que cette aventure parce qu'on est quand même en CDI, faut pas l'oublier. On est CDD, on n'est pas en CDI. Hein. Eux sont en CDI, nous non. Que pendant ce laps de temps-là, tu arrives à les amener à quelque chose. Quoi. Et du coup, c'est pas frustrant, parce que c'est des mandats qui sont courts. Tu te dis que si les actions que tu mènes au temps zéro, tu vois les impacts 2 ans après ou 18 mois après, j'imagine que tu es obligé de faire un tri sur ce que ton ambition initiale et le résultat que tu apportes à la fin. Non, je crois pas. Enfin, je pense qu'il faut pas se dire... D'abord, on les fait pas pour soi. Oui, non mais... et puis en plus, il faut se dire qu'on fait partie d'une chaîne, en fait. C'est un peu... C'est un peu la blockchain de la ville de Toulon, mais c'est un peu ça. C'est que quelque part, on est un maillon à l'instant T, on essaye de faire de son mieux, mais c'est comme une équipe. Hein. L'institution, elle va dépasser l'homme. Enfin, moi, je l'ai entendu 10 000 fois, ça. Dans tous les clubs, tout ça marche toujours, ça. Mais sauf que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on est là, donc OK, c'est exactement... Mais après, ça se sent que je suis un peu trop piqué sportif à la fin. Mais on est là, on joue le match, on n'est pas fait pour... certainement qu'on va pas tous partir en vacances ensemble, c'est pas l'enjeu, mais pendant la durée du match, à mon époque, souvent c'était le dimanche à 15h, pendant 1h30, c'est tous ensemble contre les autres. Alors là, c'est pas contre, mais c'est un peu l'idée, c'est que la durée d'un mandat, OK, on va pas tous partir en vacances ensemble, mais pendant ce mandat-là, les gars, on fait le max, on donne le max. Exactement, on donne le max, et puis à la fin, on verra. Mais il y aura un après, et il faut se projeter pour l'après, pour celui ou celle, et ceux qui viendront après, et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé,
Oui, c'est ça, parce que du coup, j'imagine que tu as dû finir des projets qui avaient été initiés avant toi, et que les gens qui viendront après toi finiront les projets que toi tu avais lancés. Tu reprends toujours, que ça soit au bout de 1, 2, 3, 5, j'en sais rien. Enfin, 5, c'est trop long. Ouais. Mais non, mais tu reprends toujours une continuité, et je pense que c'est au contraire intéressant de se dire comment je m'insère là-dedans, avec une temporalité qui fait que peut-être aujourd'hui, les exigences sont un peu différentes, parce que la société a bougé, certaines lignes sont un peu décalées, et qu'il faut peut-être plus accélérer là-dessus que ce qui était fait avant, ou à l'inverse, les goûts ont changé, ou à l'inverse, tiens, la ville, elle, est en train de se transformer, ce qui est le cas en plus ici, c'est ça qui est passionnant. Du coup, attention, on a plus un focus à mettre là-dessus. Et est-ce qu'on peut aider le collègue qui s'occupe, je dis n'importe quoi, du développement commercial en centre-ville, en faisant par exemple une urban trail qui va passer en centre-ville pour que les gens se disent « Ah ouais, cette rue, elle a été refaite, je ne la connaissais pas » et qui ne seraient jamais venus se promener avant. Voilà, ça se travaille comme ça. Donc, je pense que c'est même presque bien de se dire que c'est sur un laps de temps court. C'est comme ça qu'on donne tout, je pense. C'est un peu en mode Champions League. Non, mais tu sais que c'est à chaque match, tu donnes tout. Voilà, c'est match éliminatoire, donc il n'y a pas à se dire je gère, je me rate là, je prendrai après. Il ne faut pas le vivre comme ça. Ok. Tu as toujours une activité clinique ou... Oui, je tiens à continuer à travailler et je remercie platement mon associé, mes collaborateurs qui subissent mes changements de planning intempestifs. Un peu intempestifs, mais je tiens à continuer à travailler. Je travaille une douzaine d'heures par semaine, ce qui n'est pas colossal. Au cabinet, le reste du temps, je travaille. Bien sûr, mais je tiens à continuer à travailler entre 12 et 15 heures. Alors, il y a des semaines où je fais plus. J'arrive à faire 3-4 après-midi pleines. Mais sinon, 4 après-midi pleines, donc ça fait plus. Mais en moyenne, ça donne à peu près ça. Et parce que j'adore mon boulot, d'abord. Parce que ça me plaît, d'être au contact des gens, de mes patients, et puis de voir un peu mes collabs, mon associé, parce qu'aussi on a cet état d'esprit au cabinet de collectif, et puis ça recharge un peu d'être dans la vraie vie quand même. Non mais ça vie très perso, ça fait du bien des fois d'être dans la vraie vie, de mettre une blouse. C'est un peu l'avantage de l'uniforme que peuvent avoir les militaires ou nous la blouse, mais la notion d'uniforme c'est pas mal des fois de... Tu remets l'uniforme et là, d'un coup, tu habites un peu plus ce qui se passe. Et c'est important aussi voilà, non pas qu'on ait les pieds hors sol, mais c'est important d'être dans la vraie vie, de voir de vraies préoccupations, puis de voir ce qui est grave. Quand on parle de santé, là, voilà, souvent, c'est... Alors nous, chez le kiné, comme je dis, c'est bien. Ce qui est bien chez le kiné, c'est que c'est rarement très grave. On n'en meurt jamais, donc, chez le kiné. Mais voilà, c'est important. Non, je continue à bosser, c'est important pour mon équilibre. Et du coup, comment tu concilies tes responsabilités politique, tes responsabilités en tant que praticien, ta vie perso? J'ai une femme formidable. En gros, c'est le résumé. Non, en plus, c'est vrai, j'ai une femme formidable. 20 ans de mariage que nous avons fêté ce week-end. Félicitations. Mais merci. Donc, c'est qu'elle a subi les déplacements avec les équipes pendant des années. Elle se croyait tranquille. Eh bien non. Ça a été le football. Et puis après le football, elle se croyait tranquille. Toujours pas. C'est la politique, donc elle doit être vraiment formidable. Non, il faut s'aménager du temps. Tu le disais tout à l'heure, c'est compliqué, mais d'abord, il faut se connaître. Je pense c'est très important de se connaître, mais une fois que tu te connais, c'est pas tout. C'est souvent les gens disent « Ah non, mais le plus gros, c'est de se connaître. » Non, c'est bien de se connaître, mais... Après, il faut adapter le quotidien. Après, il faut aussi exactement adapter ce quotidien et se dire que, voilà, si tu aimes... d'abord, aimer ce que tu fais. Moi, j'ai toujours dit que le jour où je m'éclaterai plus, je ferai autre chose. Parce que je fonctionne comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis instable, mais ça veut dire qu'il faut que je m'éclate à faire ce que je fais. Il faut que tu sois drivé intellectuellement. Ça me plaise, exactement. Et puis ensuite, c'est de se dire, si j'arrive à faire des journées de 12 ou 14 heures, comment j'organise ces 12 ou 14 heures de manière à aménager du temps. Alors, tous les soirs, je suis chez moi. Voilà, après, c'est des règles un peu... Il faut se dire, voilà, moi, le soir, c'est assez rare que... Enfin, je suis chez moi ou je sors avec mon épouse. Mais voilà, moi, c'est... oui, t'as sacralisé des temps. J'ai sacralisé des temps, c'est important. C'est hyper important pour l'équilibre aussi parce que ça permet de rester un peu qui on est et pas se perdre. Tu arrives à instaurer des routines? Je sais que c'est hyper important pour plein de sportifs, par exemple, qui veulent rester performants, d'instaurer des routines. Tu t'en instaures, toi, ou pas? Alors non, moi, je suis pas trop routine. Je suis pas trop routine. J'en ai.
qui tiennent presque de la superstition sportive, tu vois un peu le truc, mais c'est vrai. Mettre l'herbe du stade dans la chaussette. J'en ai quelques-unes, mais j'ai pas de routine de vie ou de routine comme ils peuvent avoir eux, où vraiment ils ont besoin de ce cadre-là. Moi, là-dessus, d'abord, je peux pas, parce que les choses sont trop fluctuantes. Et puis parce que je pense que c'est pas dans ma nature, j'ai besoin au contraire d'avoir... J'ai d'autres phases d'apaisement, moi, tu vois, c'est la montagne, bizarrement, pour un Méditerranéen. Mais voilà, donc j'ai besoin de la nature, d'aller en montagne, c'est mon kiff, comme on dit. Et ça, oui, ça, c'est ma routine, tu vois. Je sais que l'hiver arrivant, la neige, ou même l'été, la montagne, c'est quelque chose. Alors, j'ai la moitié corse, donc forcément, ça doit parler, hein, la Corse, c'est une montagne au milieu de la mer, comme on dit. Mais voilà, ça, c'est pas des routines, mais c'est des choses dont j'ai besoin. Pour un peu, pour couper, et puis pour dire, voilà, là, ça ramène une forme d'humilité, moi, je pense. La mer, beaucoup, l'océan, beaucoup, la mer aussi, mais je trouve que la montagne, ça ramène une forme d'humilité par rapport à cette nature-là qui fait... On se rend compte que vraiment, on n'est pas grand-chose dans exactement, et c'est hyper bien Enfin, moi, j'aime bien, donc après, chacun ses délires, hein, mais moi, j'aime bien ça. Alors, montagne été ou montagne hiver? Montagne l'été et l'hiver. Okay. J'aime bien, j'aime vraiment ça. L'été, pas assez à mon goût, mais j'y suis mon été, hiver, puis dans le coin, il n'y a pas à aller très loin, donc c'est pas forcément que haute montagne, hein, mais non, je trouve que la nature, et dès qu'on monte un peu la montagne, il y a un peu cette force qu'on a moins en plaine, qui est quand même un peu plus voilà, qui est rationalisante par rapport à l'ego de chacun. C'est ça. Puis quand on aime le sport, il y a vite moyen de se challenger par exactement. montagne. Puis même, tu fais une belle rando, tu te casses bien les pattes, c'est bien. C'est ça. Après, tu as le droit de manger, de boire un verre, tu faire un bon apéro modération, mais t'as bonne conscience, tout va bien. Est-ce qu'en tant qu'élu, il y a quelque chose que tu as fait dont tu es particulièrement fier, un défi que tu as relevé, un challenge qu'on t'a imposé alors, ça serait très, très orgueilleux. Au niveau de la ville, oui, mais au titre de la ville, parce qu'on a reçu, il n'y a pas longtemps, là, il y a 4 jours, des mains du ministre, puisque j'étais à Rouen pour présenter la ville, le label 4 étoiles, enfin 4 lauriers, ville active et sportive. Donc ça, j'en suis fier au nom de la ville, pas à titre perso, parce qu'il n'y a que 55 villes en France qui l'ont, qu'on était 3 jusqu'à présent, et que dans les grandes villes, il y en a très peu. Dans la strate, on est 8. Donc plus de 100 000 habitants, enfin 9 avec Paris. Donc voilà, donc ça c'est bien, parce que ça veut dire que le boulot est mesuré parce que c'est le ministre, c'est le ministère avec l'ANS, voilà, c'est pas, on ne s'est pas auto-décerner un truc entre les villes, hein, c'est pas de l'autocongrégulation. Non, mais parce que voilà, c'est un vrai label, et c'est important des fois de mesurer le travail, et puis ça veut pas dire que c'est fini, ça veut dire que maintenant il faut tout faire pour le maintenir, et puis continuer à se challenger. Et une action que la ville a réussi, en transversalité avec la jeunesse, la métropole sur les transports, qui est une action que j'avais initiée, qui s'appelle le bus Sentez-vous bien. Et ça, c'est une action dont, effectivement, je pense qu'on peut dire qu'on est assez fier. Et je suis particulièrement fier parce que c'est parti du professeur Pascal Duché, qui est une femme, Pascaleux, qui était venue me voir en me disant « Laurent, il y a ça qui existe au Canada, c'est un bus... » avec un escape game pour sensibiliser les minots, pourquoi il faut bouger, pourquoi il faut bien manger, les écrans, enfin bien manger, bien dormir pour grandir bien, quoi, en gros, et ce qu'il faut faire sur les bonnes pratiques. Et j'avais dit, ouais, super, on fait. Elle m'a dit, mais on fait. J'avais dit, ouais, on fait. On est sorti de mon bureau, le maire descendait des escaliers, et je lui ai dit, ouais, regarde, il y a un super projet, il y a un bus et tout, c'est pour les minots, c'est top, on va faire, ok, on le fait. Et là, elle m'a dit, j'ai jamais vu un projet aller aussi vite. J'ai pitché le projet, je suis sorti, tu l'as vu, oui, ok, on va appeler. On a appelé, il y avait un bus qui partait à la Réforme, parce qu'on achetait les bus propres pour la métropole. On a dit, ok, la métropole achète un bus, on a acheté un bus, voilà. Et bon, après, il a fallu l'habiller, travailler avec le délégataire de service public pour l'aménager, faire l'escape game, le décorer, etc., etc. Et là, on a fini notre 3e saison cette année. Et on a re-signé un partenariat, on va le redécorer d'ailleurs, avec une nouvelle déco. On repart avec la fac. Et ça, c'est un super projet parce que c'est vraiment la transversalité comme j'aime. Tu as 400 étudiants à l'année qui viennent faire, donc qui sont les étudiants de STAPS, qui viennent, on a réussi à le faire passer dans leurs UE. Donc le fait de venir, c'est comme une unité d'enseignement, donc c'est comme s'ils allaient à la fac. Ils font un travail en amont avec une mallette pédagogique qu'ils remettent aux écoles.
C'est pour les classes CP, CE1. D'accord. Donc, il y a une maillette pédagogique. Le bus va dans chaque école de Toulon. Donc, il faut 2 ans et demi pour faire les 84 écoles. Et puis, donc, une fois qu'il a fait toutes les écoles, il va dans l'école. Les enfants rentrent. Ils ont travaillé en amont avec la maillette pédagogique. Donc, c'est le bien manger, pourquoi il faut bouger, le bien dormir et quid de l'usage de l'écran. Les 4 thèmes abordés. Les grandes thématiques, du coup. Il y a un escape game dans le bus. Donc, en fait, il faut qu'ils arrivent à chaque fois à trouver un code pour passer au thème d'après. Ils l'ont travaillé en amont, ils viennent, ils s'éclatent. À la fin de l'année, il y a un tournoi qui réunit 1000 enfants qui ont été, on va dire, impactés par l'action. Et ça, c'est une super action parce que ça parle. Là, tu bouges. Là, c'est l'activité physique, c'est du concret. J'espère qu'on enseigne aussi un peu aux parents. Parce que souvent, ça serait cool que les parents s'impliquent aussi. Viennent un peu dans l'escape game. Non, mais parce que le message doit aussi être apporté à la maison. Et ça, ça, c'est une action... Après, il y a toutes les actions du quotidien, parce que ça, c'est une action un peu grosse. Mais après, les actions du quotidien, tu vois il y a des fois, quand il y a un terrain qui apparaît dans un coin où il n'y en avait pas, et que tu vois des petits qui jouent comme ça l'après-midi en accès libre, moi, je trouve ça génial. C'est gagné, déjà. Voilà. Ou quand tu vois des anciens qui vont marcher à un endroit parce qu'ils l'ont vu à l'occasion d'une manif qu'il y a eu et qui se disent « Ah putain, du coup, on ne savait pas » et qui vont se balader, marcher, c'est gagné aussi. Donc, c'est assez chouette parce que c'est des petites victoires au quotidien, quoi. Voilà. Il y a les gros trucs, mais le projet, c'est vrai que le bus santé, si on devait en extraire un, c'est quand même un chouette projet. Avant de terminer, on conclut toujours avec une anecdote. Alors, une anecdote ou de soins, ou un truc qui t'a vécu, quelqu'un que t'as rencontré, qui t'a marqué, et une expérience qui t'anime toujours aujourd'hui, de laquelle tu aurais appris et qui fait de toi le professionnel que tu es aujourd'hui. Bon, il y en a deux. Il y en a une que je peux pas éluder, c'est que je suis allé je continue, donc ça fait longtemps que je vais au stade à Mayol, mais je y allais à une époque où quand tu arrivais par la Fontan, tu sentais le camphre qui sortait des vestiaires. Enfin, il faut être un peu vieux, je sais pas si, mais tu sentais vraiment le camphre. Et la première fois où je me suis retrouvé dans le vestiaire, avant un match dans Mayol, avec Manu Diaz, que je ne referai pas, sinon il va encore me frapper. Mais plus sérieusement, qui me demandait si ça allait tel joueur. Là, tu te prends un peu comme dans les séries, une espèce de flashback où tu repenses à ce moment où tu as 8 ans, tu tiens la main de ton père, tu sens le camphre, et là où tu te dis que tu as traversé le miroir, que tu es là. Et ça, c'est quand même des moments où il faut les garder, parce que pour moi, c'est vraiment des moments qui sont riches de sens et qui ont vraiment de la valeur. Et il faut les garder pour se dire que... puis pour dire que voilà, quand tu veux un truc, quand tu bosses, et puis quand ça arrive, surtout, il faut en être remerciant et savoir aussi un peu rendre. Et le deuxième, c'est un souvenir de soin, celui-là, vraiment de soin, c'est quand Tana Umaga est arrivé. Petit bébé, déjà. Voilà, quand Tana est arrivé, donc il est arrivé à Nice, de mémoire, il a rejoint Toulon, il devait jouer Lyon 4 jours après, je crois. Donc on avait échangé avant sur mélatonine, pas mélatonine, pour les décalages horaires. Bref, c'était rigolo. Parce que Tana Umaga, pour ceux qui ne savent pas, c'est un joueur néo-zélandais qui est venu jouer à Toulon et qui a eu une belle carrière, parce qu'il a même été entraîneur à Toulon. Tana Umaga, c'était la légende des All Blacks de l'époque, avec ses cheveux un peu en dread, un peu longs, et c'était un centre qui était la légende des All Blacks, mais vraiment légendaire dans les années début 2000. Et puis qui devait faire 1m95 pour 110 kg, c'était une armoire à glace. C'était un des plus grands joueurs de rugby, puis ça reste un des plus grands joueurs de tous les temps. Donc quand il arrive à Toulon, c'est le début où à Toulon on fait venir un peu des galactiques. Des stars, voilà. Et où personne ne le faisait en France d'ailleurs. Donc c'était des centaines, voire des milliers de personnes à l'arrivée de l'aéroport. Enfin, c'était n'importe quoi. Et il demande à être massé, ce qui était normal. Il vient à Mayol, je le masse dans une salle de soins de Mayol. Je m'en souviens toute ma vie. Et là, quand t'aimes un peu ça, tu masses Tana Umaga quand même, c'est partie des trucs, c'est sympa. Après, on a eu Reagan, Merkens, c'était une époque assez rigolote. Et je masse Tana, donc on échange, ok, tout va bien et tout. Et là, il me demande 2 choses. Il me dit, première chose, il me dit, le truc le plus important pour moi, il faut que tu me racontes pourquoi il y a donc l'emblème du rugby club toulonnais avec le muguet, pourquoi il y a le muguet, pourquoi il y a 13 clochettes et tout. Et là, je me dis, ce mec, il s'est fait Nouvelle-Zélande, Toulon. Enfin, il y a des voyages plus reposants quand même. C'est quand même Tana Umaga. Et là, on est dans une salle de soins. Bon, c'était pas un spa, je rassure tout le monde. Sous Mayol, à lui masser les guiboles avec du gel froid. Et le mec, sa première question, le truc le plus important, c'est l'histoire du club, pourquoi comprendre les gens, etc.
Et là, tu vois, ça, c'est des trucs quand même aussi, parce que ça t'apprend sur toi. Et là, tu te dis, ouais, il y a des mecs au-dessus. Tu comprends l'intelligence du garçon. Ouais, et puis c'était pas juste pour, tu vois, c'était vraiment parce qu'il était comme ça. Qu'il en avait besoin. Ouais. Et c'était magique, quoi. Et sa deuxième question, c'était de me dire, tu connais Éric Jean parce que je rêverais de le rencontrer. Mais vraiment, un minot. Et je dis, bah ouais, c'est un ami. Waouh, mais c'était ça. Et c'est ça qui est magique, cette humanité. Ça, c'est, tu vois, des rencontres de soins qui sont... L'humilité du garçon pour arriver à dire... Alors, ouais. Après, j'ai des anecdotes de soins au cabinet, mais voilà, c'était une pour en avoir une un petit peu plus croustillante. Ouais, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. C'était un super moment. Bah, moi aussi, c'était top. Et puis, à très bientôt et au plaisir. À très bientôt. Merci encore. Ciao.